Stéphanie, merci Christophe pour cette présentation passionnante qui nous montre également la passion des équipes de Kantar Media pour pouvoir répondre au plus près des attentes des annonceurs et de l'industrie publicitaire dans son ensemble. Maintenant, je vous propose, on va dire, d'assister à un entretien en mode au coin du feu, puisque nous avons un annonceur avec nous, un illustre annonceur. Et ce fameux entretien en mode au coin du feu, il était très cher au président Roosevelt, puisque cette conversation au coin du feu avait lieu dans les années 30, au moment où avait lieu le fameux New Deal qui changea complètement l'économie américaine et la société américaine. Et aujourd'hui, en 2016, c'est aujourd'hui encore toujours de New Deal dont il s'agit surtout dans l'industrie publicitaire, puisqu'on parle d'une nouvelle donne, d'une nouvelle distribution, d'une redistribution des cartes entre les agences et les annonceurs. On parle de New Deal entre les annonceurs et les médias, mais on peut également parler de New Deal entre les annonceurs et les technologies publicitaires. Je vous demande donc d'accueillir Bastien Schupp, vice-président Global Marketing Communication au sein du groupe Renault. Merci. Alors, merci Bastien d'assister à cet événement. Vous avez soif? On est entre nous, hein, donc. Il est vraiment sympa votre petit coin du feu. D'accord, ok. Merci. C'est un peu chaud. Merci. Justement. Alors Bastien, on vient de parler à l'instant des advisors. On a vu qu'ils avaient un rôle très important dans les stratégies médias. D'ailleurs, dans les exemples qui nous ont été montrés, on a vu que le secteur automobile était le troisième secteur en termes de vidéos virales qui sont échangées. Donc, lorsqu'on parle justement de nouveaux types d'échanges entre la marque et le consommateur, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Oui, je pense qu'effectivement, c'était vraiment intéressant. C'est ce qu'on vit au quotidien. Il y a une énorme transformation que vous avez vue dans les deux présentations aujourd'hui, qui fait qu'il faut qu'on change la manière dont on communique avec le consommateur. À la fois parce qu'il ne veut plus voir de pub et qu'il a les moyens de l'éviter, et puis aussi parce que en fait, le consommateur est un vecteur de communication en lui-même, qui a des choses à partager. Et le fait que l'automobile soit troisième ne me surprend pas plus que ça, parce que c'est un élément très important dans la vie des gens, en positif comme en négatif, et du coup c'est un élément fort de création de contenu venant des consommateurs aussi. Alors, justement, puisque vous parlez de création de contenu, je sais que vous avez fait toute votre carrière dans le milieu de l'automobile, hein, chez Audi. Désolé. Non, mais c'est très bien. Au contraire, justement, vos réponses sont encore plus intéressantes. Justement, en parlant de contenu, je sais que vous aviez créé chez Nissan une sorte de lab qu'on appelait la newsroom, qui était un moyen de bien analyser justement ce que voulaient les consommateurs ou ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, entre autres. Comment, au sein de Renault, aujourd'hui, vous allez traduire votre expérience au sein de Nissan pour justement mieux écouter et mieux comprendre ce que veulent les internautes? Alors nous avons créé, il y a maintenant 6 mois, 7 mois, quelque chose de similaire qu'on appelle la Content Factory, qui est en fait un moyen de créer du contenu différemment que juste de la publicité. On est aujourd'hui face à des processus de validation au sein de l'entreprise, alors surtout au sein du siège de Renault, qui sont lourds. Nous sommes les annonceurs traditionnels. On a des gros budgets, on a des grosses agences. Donc ça veut dire aussi qu'on est relativement lent par rapport à la création de contenu. On a créé cette Content Factory pour pouvoir réagir de manière plus rapide, de créer des contenus de manière différente. Donc on a un monitoring permanent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et en fait on différencie 3 types de contenus qu'on crée de manière différente avec l'agence en l'occurrence. Ceux qui sont intemporels, donc dire la Zoé 100% électrique ne fait pas de bruit. L'autre qui est prévisible, donc c'est Halloween, vous connaissez tous les événements auxquels on sort les petites news. Et un troisième type qui est, lui, on appelle live, qui est en réaction aux trends qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc un exemple, au moment où Barbie a annoncé qu'elle allait prendre des formes, on a réagi en 6 heures en sortant un contenu en disant Barbie, on est tout à fait d'accord, nous aussi on adore les courbes, et puis évidemment avec la Renault Mégane et les courbes de la route,
Donc on a essayé de réagir là-dessus. C'est pour nous un apprentissage. L'avantage, c'est qu'il faut trouver des moyens de créer du contenu beaucoup plus rapidement. C'est un moyen de facturer aussi l'annonceur de manière différente, parce qu'on ne peut pas à chaque fois engager des gros budgets. Donc on travaille au sein de Publicis avec ce qu'ils appellent le loft, qui est à 50% avec des créatifs qui ne font pas partie de l'agence, qui sont en partie des influenceurs, des youtubeurs, pareil, des profils qu'ils n'arrivent pas à attirer. Et pour nous, c'est un moyen de faire évoluer notre manière de communiquer vers quelque chose de beaucoup plus éphémère et beaucoup plus dans l'air du temps. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vous avez dit que vous aviez en général dans la communication des process assez longs et que justement cette sorte de newsroom que vous allez intégrer au sein de Renault avec ces 3 types de contenus était beaucoup plus rapide. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de communication canal historique et une sorte de communication un peu plus dissidente, on va dire, qui est un petit peu plus réactive? Est-ce que d'une certaine manière, ce serait une sorte de modèle qui serait à répliquer au sein d'autres entreprises? Clairement, il y a clairement une communication à 2 voire 3 vitesses. On a les gros lancements de modèles qui, eux, se font de manière traditionnelle, avec des pré-tests, avec tout le monde qui doit être d'accord, avec des gros budgets, donc on va dire une création plutôt lourde. Et puis en parallèle, donc cette Content Factory avec des process de validation beaucoup plus courts, une prise de risque plus forte aussi. Et je pense qu'à terme, on va shifter du modèle traditionnel vers cette nouvelle manière de communiquer, pour les raisons que j'évoquais initialement, qui est que le consommateur rejette de plus en plus la pub traditionnelle. Donc il faut qu'on bouge de la pub vers des contenus, vers des messages séquentiels, et qu'on arrive à transformer en fait tout, qu'on raconte des histoires dans la durée, si vous voulez. Et justement, cette méthode de communication séquentielle qui veut également proposer de plus en plus de contenu et j'imagine d'interaction sur ces mêmes contenus, utilise des canaux, ou en tout cas des canaux tels que Google ou Facebook, ce qui me permet de faire d'introduire un autre thème, c'est ce fameux duopole dont on parle entre Google et Facebook. Je lis parfois un certain nombre d'articles disant que demain, 80 voire 85% des investissements publicitaires des annonceurs iraient vers ces 2 acteurs et un peu moins, il resterait le reste pour les autres acteurs médias digitaux pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous acquiescez à ce phénomène ou est-ce que c'est plus nuancé? Alors de 2 choses. La première, c'est que ce mouvement vers le digital est une aubaine pour nous, parce qu'aujourd'hui on dépense presque 80 à 90% de nos budgets pour toucher en fait 4% de la population qui sont en phase d'achat dans les 3 prochains mois. Donc à partir du moment où ces médias digitaux nous permettent de trouver ces cibles-là de manière beaucoup plus précise, ça nous permet de dégager des budgets pour raconter ces histoires dans la durée à toutes les autres personnes que ça emmerde, pardonnez mon vocabulaire, on est entre nous, ça d'entendre au coin du feu, d'entendre les messages radio publicitaires et tactiques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on est, selon les pays, entre 25 et 40% de l'investissement média sur le digital. Donc on est loin de mettre tous nos budgets déjà sur le digital. Après, rien que déjà pour des raisons de négociation, on ne mettra pas tous nos budgets chez ces 2-là, mais il faut avouer que les 2 sont très forts, qui prennent de plus en plus de place et qui nous offrent des services que beaucoup d'autres prestataires ne peuvent pas ou n'arrivent pas encore à nous proposer. Quel type de service? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de médias qui sont dans cette salle et qui se disent, bon d'accord, s'il faut donner du service, on va vous en donner, mais quel type de service? Alors, le premier service qui est évident au sein du digital, c'est la donnée. Donc on a un échange de données et on a des analyses derrière qui sont extrêmement riches. Deuxième grand avantage, c'est qu'ils sont mondiaux. Et c'est vrai que dans les médias traditionnels, pour avoir travaillé chez Audi en Allemagne, en France, chez Nissan dans différents pays européens, il est très difficile de trouver des partenaires médias qui soient juste déjà européens.
Même les marques fortes, je sais pas moi, un magazine Géo, pour ne pas le citer. Prisma Media Voilà. Solutions. Les interlocuteurs sont essentiellement nationaux. Donc c'est en train d'évoluer, mais ça c'est un avantage énorme pour nous, grands groupes internationaux. On a un interlocuteur, on peut faire un deal au niveau mondial, et donc ça facilite l'interaction. Troisième, c'est que de la même manière qu'ils proposent des services gratuits aux internautes, si vous prenez Google comme exemple, avec Google Maps quand ils ont commencé, mais avec tout ce qu'ils proposent aujourd'hui derrière, qui est dans un premier temps gratuit pour le consommateur, même s'il donne ses données, ils arrivent à capitaliser dessus plus tard et de manière très intelligente. Ils font la même chose avec les annonceurs, à savoir qu'ils nous proposent des études, des workshops, plein de choses à valeur ajoutée, qui vont jusqu'à la création avec des agences de création internes qui nous mettent à disposition gratuitement, parce que l'intérêt pour eux, c'est de trouver la meilleure utilisation de leur support. Que ça soit les Google Maps, que ça soit tous les supports qu'ils ont, qui nous permettent d'interagir avec le consommateur. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on voit très peu dans les médias traditionnels. J'espère et je pense que le message sera reçu et que justement c'est l'occasion pour les médias de se rapprocher de Kantar Media pour justement mettre à profit les différents services conjoints que Kantar pourrait proposer à ces médias qui eux-mêmes pourraient les proposer à des annonceurs gratuitement, j'ai bien noté également. Rien n'est gratuit dans la vie, on n'est pas dupes, mais...